Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc nous allons parler maintenant des expériences réelles qui ont été menées pour vérifier le paradoxe EPR et les inégalités de Bell. Donc au début des années 70, après les résultats de Bell, beaucoup d'expériences ont été menées par diverses universités dans le monde et utilisant toutes sortes de particules, souvent des photons émis par la désexcitation de différents atomes, calcium, mercure, etc. Des photons gamma produits par l'annihilation d'électrons et de positrons, ou des protons intriqués, par exemple. Ces résultats étaient en faveur de la mécanique quantique, et donc du viol des inégalités de Bell. Parfois, avec des résultats négatifs, mais qui devenaient corrects, après qu'on refaisait l'expérience en améliorant les mesures, les dispositifs n'étant pas toujours suffisamment précis. Le bilan était clair, mais il y avait quand même une difficulté que nous allons soulever maintenant, et qui a été résolue par Aspect et son équipe avec Grangier et Roger. Alain Aspect, en 1982, a mené une expérience classique de mesure du spin pour le paradoxe EPR. Donc on utilise un four qui émet des atomes de calcium dans un état excité, et celui-ci, en se désexcitant dans un état bien particulier, émet deux photons de polarisation opposée, mais chacune étant quelconque, elles sont juste opposées, donc il s'agit de photons intriqués, et ces photons sont envoyés vers un filtre polarisant qui permet ainsi de mesurer la direction de polarisation. Le filtre polarisant laissant passer ou non le photon, suivant qu'il a la polarisation de la direction du filtre ou pas. Et un détecteur composé d'un photomultiplicateur derrière permet alors d'amplifier le signal, c'est-à-dire de détecter si le photon est passé ou pas. Un signal électrique est alors envoyé à un calculateur qui va traiter les données et donner les résultats. Ce qui était mesuré était la quantité S égale E à B moins E à B', A et A' étant deux directions utilisées pour ce polarisateur, pour ce filtre polarisant, et B, B', deux directions pour celui-là, plus E A' B, plus E A' B', où E A B est simplement donné par P plus AB plus P moins moins AB moins P plus moins A'B moins P moins plus AB P moins plus AB. Et P plus moins, donc ici les différentes valeurs, sont la probabilité que l'on ait une détection aux différents polariseurs. Plus si on a détecté le photon, moins si on n'a rien détecté. La mécanique quantique donne comme résultat que S vaut 2 fois racine de 2. Et les inégalités de Bell disent que, en valeur absolue, S est inférieur ou égal à 2. Il y a donc une différence notable. Le résultat fut S égale 2,70 plus ou moins 0,05. Avec donc une claire violation des inégalités de Bell et une confirmation de la relativité. Mais cette expérience avait toutefois un défaut qui était assez présent de toutes les expériences précédentes, et ce défaut est le suivant, c'est que les filtres polarisants sont positionnés et un signal quelconque
fut-il inconnu, a largement le temps de se propager, même à une vitesse largement inférieure à la vitesse de la lumière, entre les deux polariseurs. Donc, les photons pourraient être influencés par ce signal et l'expérience en soi ne peut pas être considérée comme locale. Aspect et son équipe résolurent le problème, et c'est surtout ça qui les a rendus célèbres, en plaçant ici deux commutateurs, des commutateurs optiques capables de diriger un photon dans une direction ou dans une autre, vers des filtres orientés différemment et un photomultiplicateur. Cette fois-ci, on ne positionne plus les filtres et on ne change plus les filtres pour chaque mesure. On a les deux orientations prévues, A et A', B, B', et c'est un commutateur qui envoie le photon vers l'un ou vers l'autre. Mieux, ce commutateur agit de manière aléatoire et il peut commuter de manière extrêmement rapide, ultra rapide. Tellement rapide qu'on l'enclenche quand les photons quittent la source et les polariseurs sont sélectionnés avant même que les photons arrivent sur les filtres polarisants, avant même qu'ils arrivent en fait au commutateur. Ce qui fait que les filtres polarisants qui vont être sélectionnés le sont tellement vite qu'aucun signal n'a le temps de se propager, rendant ainsi la mesure locale au sens de la relativité. Avec ce nouveau dispositif, on obtenait de nouvelles valeurs, S égale 0,112 d'après la relativité, d'après la mécanique quantique, pardon, tandis que les inégalités de Bell disaient que S devait être nul ou négatif. Et le résultat fut 0,101 plus ou moins 0,02. Un résultat remarquable, une confirmation précise de la mécanique quantique, une violation très claire des inégalités de Bell et une expérience construite pour respecter la localité. Donc, avec ce résultat, on pourrait dire plusieurs choses. Mais la mécanique quantique est correcte. Elle a prédit les bons résultats. On pouvait dire aussi, il n'y a pas de variable cachée locale, car celle-ci ne pourrait prédire le résultat, puisque aucun signal n'a pu être, par exemple ici, être informé du choix qui est fait de l'autre côté. Aucun signal n'ayant eu le temps de se propager. Enfin, cela montre aussi que Einstein s'était trompé. Avec ces éléments de réalité, il y a quelque chose qui cloche, on l'a vu, les différentes possibilités d'erreur. Sa prédiction est visiblement incorrecte, puisqu'elle conduit à compléter la mécanique quantique avec des variables locales. Notons que, pour la petite histoire, Einstein ne l'a pas su. Il était décédé avant les résultats des expériences, en particulier l'expérience d'Alain Aspect. Donc il n'a pas su que, sur ce point, il s'était trompé. C'est des choses qui arrivent. Il avait commis d'autres erreurs dans le passé, dont il était parfaitement au courant. Nul doute que s'il avait su que le résultat infirmait son raisonnement, il serait resté très perplexe et aurait bien souhaité savoir quelle solution pouvait être apportée à ce monde si étrange. Enfin, il est important de signaler que l'expérience d'Aspect avait un trou, comme on dit en anglais, a loophole, c'est-à-dire un défaut. Un défaut qu'ils ne pouvaient pas combler à l'époque avec les moyens qui étaient à leur disposition. C'est le fait, en fait, que le dispositif n'est pas parfait dans la mesure où il rate des photons. Parfois, un photon est absorbé, alors qu'il n'aurait pas dû l'être, par le dispositif, ou le photodétecteur a raté et n'indique pas
qu'un photon a été reçu. Et le résultat d'ailleurs n'était pas très bon, je me souviens plus du pourcentage, mais la détection n'est pas si extraordinaire que ça. Alors, techniquement, c'est pas grave. On tient facilement compte de ces ratés. Quand on fait les calculs statistiques, on tient compte du fait que certains photons ont été ratés. On peut même mesurer les précisions des différents détecteurs avant de faire les expériences. Mais cette correction se fait avec une hypothèse, à savoir que les photons qui ont été ratés se comportent exactement comme les autres, comme ceux qu'on a détectés. Et ça, c'est une hypothèse assez forte, parce que rien ne dit que les variables cachées décrivant ces photons n'ont pas une influence sur les filtres et les photodétecteurs, et que de fait, l'absorption, la perte du photon serait plus ou moins efficace, et donc pourrait perturber le résultat. Toutefois, il faut bien dire qu'une telle possibilité est vicieuse, vraiment vicieuse. Pourquoi ? Parce que non seulement en faisant rater certains photons, donc si on prenait tous les photons en compte, supposons qu'en les prenant tous en compte, il y a des variables cachées et les inégalités de Bell sont respectées. Et cette censure étrange de la nature qui ferait qu'elle nous force à rater certains photons, à ce moment-là, non seulement ça nous cacherait le respect des inégalités de Bell, mais en plus, ça fera en sorte que le résultat correspondrait parfaitement à la mécanique quantique. C'est assez difficile à avaler. Et de fait, à l'époque, le résultat d'aspect fut largement salué. Et tous les physiciens admirent que les variables cachées locales étaient caduques. On avait du mal à imaginer qu'une telle censure aussi mystérieuse soit possible. Depuis, ça s'est quand même amélioré. On parlera des applications, on utilise des photons intriqués, plus souvent c'est des photons, dans des dispositifs de plus en plus sophistiqués, parfois en transmettant les photons sur des centaines de kilomètres avec des fibres optiques, et même des milliers de kilomètres avec des satellites. Les Chinois ont battu un record il n'y a pas si longtemps, en transmettant des photons intriqués sur plusieurs milliers de kilomètres. Leur but est d'arriver à des communications sécurisées, avec de la cryptographie quantique, en utilisant des satellites sur des milliers de kilomètres. De plus, les détecteurs se sont nettement améliorés. On a maintenant des détecteurs ultra sensibles, capables de détecter photon par photon sans en rater, ou pratiquement pas. D'autant qu'ils n'ont pas été mis au point spécifiquement pour ces expériences. Simplement, la technologie a évolué, a permis de les réaliser. Ils ont aussi été réalisés dans d'autres cadres, comme en astronomie, où pour observer des objets extrêmement lointains, il faut des détecteurs de type CCD, Charge Couplet Device, qui sont capables de détecter les photons un par un. Grâce à ça, fini les photons ratés, ou une très faible quantité. Et les résultats sont toujours en faveur de la mécanique quantique, violent toujours les inégalités de Bell, et cette fois, les pauvres quelques photons ratés ne pourraient pas faire pencher la balance dans l'autre sens, ils ne sont plus assez nombreux. Donc le trou, le loophole, le trou a été bouché. Un groupe de recherche mené par le Dr Zeininger, appelé groupe Zeininger, en Suisse si je me souviens bien, s'est spécialisé un peu dans ce type d'expérience et a obtenu des résultats absolument remarquables. Voilà, donc l'affaire est conclue. Si ce n'est que les bizarreries de la mécanique quantique subsistent et nous avons besoin d'en savoir plus. Et donc dans la prochaine vidéo, nous allons attaquer un autre aspect appelé contextualité, qui signifie qu'un résultat dépend ou pas du contexte. C'est assez sophistiqué, c'est assez vaste, donc ça nous mènera assez loin. Je vous remercie.